messieurs, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité. Aujourd'hui, c'est destination le Sénégal. Que comprendre de la visite du Premier ministre Sonko au Mali? Alors voilà, c'est la question du jour que nous allons aborder avec nos invités. Bienvenue à vous, Émeric Toignon, vous êtes journaliste. Merci beaucoup Aïssatou pour l'invitation. On continue avec Babadem, vous êtes également journaliste, bienvenue à vous. Merci. Et on finit avec Yannick Fournier, vous êtes ingénieur financier et écrivain. Merci Aïssatou pour l'invitation. Avec grand plaisir. Sénégal, que comprendre de la visite du Premier ministre Sonko au Mali? Voilà, la question est posée. N'hésitez pas à réagir dès maintenant. Mais avant, place à la carte blanche. Vous avez une carte blanche. C'est les téléspectateurs qui la demandent. Eh bien, un sujet qu'on ne connaît pas, que vous pouvez ici aborder sur le plateau. Alors, moi, je parlerai du Gabon et de cette situation de piraterie informatique qui a été relevée par la société d'énergie et d'eau du Gabon. On parle de vente parallèle de tickets prépayés qui a fait perdre à la société plusieurs milliards de francs CFA. Et c'est une situation qui interpelle véritablement les différentes sociétés africaines sur la sécurité informatique. Et cette situation qui fait perdre énormément de sous, même dans d'autres pays, on a de ces situations, on a de ces pirateries qui s'observent. Mais la chose qui me désole plus, c'est qu'on épingle, la société épingle une société partenaire qu'on appelle Sigma Technologies, dont l'adresse IP a été retrouvée pendant qu'on faisait les enquêtes sur, je ne sais pas exactement les termes informatiques qui sont utilisés, mais l'adresse IP de cette société a été épinglée et on désigne pas comme coupable, mais la SEG a porté plainte contre Inks et cette société-là. D'accord, voilà. Très intéressant, la cybersécurité en Afrique, effectivement. Il faut s'attendre donc durant les prochaines années à de nombreuses attaques. On le sait, ça ne touche pas que l'Afrique, bien au contraire. Ça a touché d'abord l'Occident de façon massive. Maintenant, ça arrive de plus en plus sur le continent africain. Et oui, nos grandes entreprises, nos grandes sociétés vont être la cible pour les cyber-attaqueurs. Oui, je pense justement que c'est un gros sujet parce que l'Afrique se digitalise à une vitesse grand V. Et sauf que derrière, la maîtrise des technologies est beaucoup plus lente. Nous sommes les utilisateurs de presque toutes les technologies. Maintenant, la capacité à s'en approprier reste encore un peu limitée. Donc, du coup, on est exposé. Parce que c'est vrai que l'Europe est également exposée, mais nous, on est beaucoup plus vulnérables. Parce qu'une attaque sur une entreprise française, elle se rattrape au bout de quelques temps. Même s'il y a des dégâts matériels, ça se rattrape rapidement. Or, chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a moins de backup, il y a moins de techniciens, d'ingénieurs pointus dans le domaine. Il y a même seulement en termes de disponibilité, des problèmes énergétiques, des problèmes de qualité de connexion. C'est très compliqué encore en Afrique. Donc, c'est pour ça que je milite justement pour que les Africains, y compris les panafricanistes, qu'ils essaient de mettre le côté économie et technologie en avant. Donc aujourd'hui, les sujets qui doivent dominer en Afrique, c'est technologie et économie. Parce que c'est par ça qu'on se donne les moyens de la liberté. On ne peut pas être libre tant que son téléphone qu'on utilise, tout ce qu'on utilise comme matériel, ça vient de l'extérieur. Bien sûr, il faut le dire, il y a les avantages de la digitalisation, mais il y a aussi les désavantages, et ça en fait partie. Aujourd'hui, si on veut participer, en tout cas, on veut intégrer au maximum la digitalisation de nos économies, de nos sociétés, il faut avoir cette sécurité parce que sinon les dégâts seront innombrables. Oui, absolument, d'avoir cette sécurité, de développer aussi la formation sur la cybersécurité, surtout en Afrique, on commence à y avoir, mais surtout les centres de données, un centre de stockage des données en Afrique même. Après, il y a beaucoup qui vous disent que c'est un lourd investissement par rapport au climat africain que les hautes températures ne seraient pas adaptées effectivement à ces centres de stockage, alors qu'on peut éventuellement, je crois que c'est en Suède, où ils ont pensé des centres de stockage sous l'eau, ce qui peut être aussi une façon de voir les choses. Mais avons-nous le choix? C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que le climat, peut-être, oui, mais avons-nous le choix? C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait avoir ces unités de stockage. Absolument, des unités de stockage et la formation dans la cybersécurité. On est totalement d'accord.
C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon pour voilà, moi. c'était le premier sujet table ronde. Merci beaucoup, c'est très important. On a fait un petit focus sur la cybercriminalité ici sur le plateau de Vox Live. On continue avec vous, Babadem. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs? Quelle carte blanche souhaitez-vous utiliser? Alors, la carte blanche que je vais utiliser, c'est un lien aussi au sujet qu'on va aborder tout à l'heure, mais c'est surtout la commémoration. Donc, pour la première fois, on va commémorer le massacre de Thiaroye. Commémorer, bon, une façon de le dire, mais le 1er décembre 2024, il y aura vraiment une commémoration digne, historique, et qui pourra vraiment être diffusée un peu partout en Afrique, parce que le massacre du camp de Thiaroye, pendant très très longtemps, a été plus ou moins masqué, caché. Rappelez-nous les faits, c'est important pour nos téléspectateurs. En 1944, on a les anciens, les tirailleurs. On dit tirailleurs sénégalais, mais bon, il y avait pas mal d'Africains. En général. Au moment où ils sont revenus, ils ont redemandé leur solde. Et au moment où ils demandent leur solde, c'est là où les soldats, en tout cas des commandants français, ont décidé de ne pas leur accorder ces soldes. Et après ça, il y a eu ce fameux massacre parce qu'ils ont continué à réclamer. Et donc, ils ont fait un massacre. On sait que les chiffres, eux, ils parlaient au départ de 35. Et on sait qu'il y en a plus au moins 200, 300, 400. Donc, il y a des études là-dessus. Mais le simple fait de savoir ça, de le mettre en tout cas en évidence et de montrer que voilà ce que des tirailleurs qui réclamaient juste leur solde ont été massacrés. Je pense qu'au moins qu'on puisse commémorer notre histoire et je pense que c'est une bonne chose. Exactement, et tout à l'heure vous disiez comme quoi la commémoration va être diffusée partout en Afrique, mais elle devrait être diffusée partout, et notamment en Europe, et notamment en France. Et aux afro-descendants aussi de s'en approprier. On a les réseaux sociaux, de le partager, parce que ça fait partie de l'histoire et on doit le connaître. Donc très important, commémoration, on le rappelle, rappelez les dates, le 1er décembre prochain, 2024, ça aura lieu où? À Dakar. À Dakar, et donc on espère que ça sera rediffusé partout en Afrique, mais bien sûr partout en Europe, en Occident. Voilà, merci beaucoup. On va finir avec vous, Yannick Fournier. Merci Aïchatou. Ma carte blanche, c'est pour les Jeux Olympiques qui viennent de s'achever à Paris il y a moins d'une semaine. Donc le bilan de l'Afrique, on a 39 médailles, dont 13 en or. On a des autres Jeux Olympiques aux États-Unis dans 4 ans. C'est quoi les conséquences? Est-ce que les Africains vont se poser et se dire on a eu un maigre résultat? Est-ce qu'on fera mieux à la prochaine échéance? Comment est-ce qu'on va se préparer? Et également relever, c'est que le fait que le sport a retranscrit la politique. Parce qu'au résultat des Jeux Olympiques, on a retrouvé les mêmes deux géants qui s'affrontaient, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine qui s'affrontaient en termes de nombre de médailles d'or, 40 chacun au total. Donc le coude à coude, on le retrouve partout, en sciences, en politique, en économie et même en sport. Et c'est où l'Africain justement doit se dire que même le sport est un terrain de compétition. Donc c'est pas juste y aller, comme on a vu beaucoup à Paris, venir rester dans les grands hôtels, prendre du bon temps, boire du bon vin et après rentrer en Afrique. C'est pas que ça. Mais ce n'est pas des athlètes qui font ça, c'est-à-dire que c'est étonnant ce que vous dites. Mais le dirigeant qui arrive en France, oui. Il ne visite aucune infrastructure sportive, oui. Il ne visite aucun centre de formation. Il va s'installer dans un hôtel, il fait que de la politique, c'est-à-dire rendre visite aux gens, faire des jouissances et des réjouissances. Bah, là, en fait, il y a des gens qui passent à côté de l'histoire et aussi à côté des opportunités. Donc, l'Africain doit prendre conscience que ce n'est pas qu'une compétition, un jeu au sens propre du terme, c'est-à-dire jeu juste pour jouer. C'est également un terrain de compétition politique, géostratégique et tout ce que ça comporte. On parle de diplomatie sportive, hein, exactement, de diplomatie sportive, ouais. Réaction? Aujourd'hui, on cite les États-Unis, on cite la Chine, qui sont des pays et qui ont glané énormément de médailles. Pour parler de l'Afrique, on est obligé, on ne cite pas le Bénin, on ne cite pas la Côte d'Ivoire, on est obligé de rassembler le continent. Bon, parfois, je comprends ceux qui, en Occident, appellent l'Afrique un pays. On aimerait bien qu'on arrive à ce stade de l'Union africaine qui fonctionne comme un pays, un seul gouvernement, une même diplomatie, une monnaie unique et tout ça. Bon, ça, c'est un débat sur un autre terrain.
On constate très bien que le sport au niveau de l'Afrique va gagnant. Il y a du mal à décoller. Que ce soit dans le football où nos athlètes, quand ils se retrouvent dans des clubs occidentaux, réussissent à tirer leur épingle du jeu, sont carrément les meilleurs. On va parler de Sadio Mané, on va parler de Mohamed Salah, on va parler de bien d'autres qui s'illustrent très bien sur le continent. On a même d'autres qui portent le maillot d'autres pays comme la France qui font de très bonnes choses. Mais quelles sont les infrastructures qu'on installe dans nos pays, qu'on construit dans nos pays pour développer le sport, pour développer l'athlétisme? Quels sont les stages qu'on offre à nos athlètes pour qu'ils puissent aller s'entraîner, pour qu'ils puissent compétir et se frotter aux grands, pour qu'ils puissent avoir de bons entraîneurs, pour qu'ils puissent avoir des terrains adéquats pour pouvoir s'entraîner? Ça, c'est des défis sur lesquels il va falloir que nos ministères des sports, les fédérations puissent se baser, puissent travailler pour pouvoir développer nos sports à l'interne. Qui doit faire bouger les choses, comment faire bouger les choses. Et effectivement, donc on a les athlètes qui demandent plus de moyens pour pouvoir finalement exceller sur les terrains, exceller lorsqu'ils ils essayent de ramener des médailles, mais malheureusement, ils sont un petit peu diminués, un petit peu en difficulté, parce que finalement, quand on est archer, on n'a pas de flèche, comment on fait quand on est archer? Les arcs de Moi, chasseurs. je pense que c'est le symptôme de la démission de certaines entités africaines, comme l'Union africaine. Parce qu'une fois qu'ils sont appropriés l'histoire, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que cette compétition, les Jeux Olympiques, dans son essence, c'est une rencontre de nations. Et si eux, ils se représentent, ils se pensent en fait comme une entité qui représente l'Afrique, comme un ensemble de nations, ou bien une nation qui veut aller vers l'unité, ils devraient prendre les choses à bas le corps dans le but de mutualiser les moyens. C'est-à-dire, tout à l'heure, il parlait des gens qui s'entraînent avec des moyens rudimentaires. Donc, dans le but de mutualiser les infrastructures, même de mutualiser la politique sportive. Ce ne sera pas stupide qu'on ait une politique sportive continentale. Hein. Ça dit qu'on ait ou des gens... Ça peut être un début, en tout cas, c'est-à-dire effectivement avoir une politique sportive continentale, faire en sorte que, pour le coup, chaque infrastructure, par exemple, en Égypte, ils sont peut-être bons dans une certaine discipline, au Mali dans une autre discipline, et faire en sorte d'envoyer les sportifs dans tel ou tel pays pour pouvoir s'entraîner et finalement briller dans les compétitions internationales. Effectivement, c'est une façon de voir les choses, mais effectivement, un pays, quand il y va pour conquérir pour son pays, pour l'image de son pays, pour faire rayonner son pays. Donc, on peut démarrer effectivement comme ça, mais à long terme... La concurrence, en fait, elle est multi-enrichissante, parce que lorsque vous faites, par exemple, du 100 mètres, si vous ne courez qu'à des gens qui font 13 secondes, vous n'irez jamais sous les 10 secondes. Donc, ce n'est qu'en compétissant avec les meilleurs en Afrique que vous aurez le niveau nécessaire pour compétir en Europe, parce qu'une des catastrophes au JO, c'est le Nigeria, avec autant d'artistes, mais ils n'ont pas performé. On est totalement d'accord. Je pense juste qu'on ne prend pas assez compte du levier que peut être le sport dans le développement. Parce que les personnes, par exemple, le football, les gens pensent que le football, voilà, c'est culturel, c'est quelque chose que, bon, on va, c'est pour le spectacle, alors qu'il y a tout un tas de métiers qui peuvent se former autour du football. Un joueur qu'on forme, quand il est transféré, c'est des millions ou des milliards parfois. Et donc, au lieu de réinvestir ça là-dessus, parce qu'au-delà du footballeur, il y a de la médecine autour, il y a tout ce qui est la billetterie autour, il y a le marketing sportif, et tout ça, ce sont des leviers sportifs qui permettent un développement. Au-delà de ça aussi, c'est le sport, comment on appelle le marketing sportif ou l'image. Quand le Rwanda se permet de faire des sponsoring Visit Rwanda sur des maillots, mais on ne se rend même pas compte du nombre d'investissements ou même d'argent qui est tiré de ça juste par rapport à la marque Visit Rwanda, et donc ça augmente. Il faut en avoir conscience de ça pour le coup. Mais c'est ça. Et au-delà de ça, les athlètes... Ce manque de conscience-là qui fait que... Oui, c'est-à-dire qu'il faut voir ça à long terme. C'est-à-dire que eux, comme ce n'est pas palpable tout de suite, ils ne vont pas voir cela. Mais au-delà de ça, une compétition aussi riche que les JO, ça se prépare pendant 4 ans. Et s'il vous plaît, les athlètes, ce n'est pas au dernier moment, ce n'est pas le jour où ils se qualifient que vous vous dites, tiens, on a un athlète. Ça se prépare pendant 4 ans. Donnez-leur au moins le moyen
de réussir leur préparation sur 4 ans. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live, c'était la partie des cartes blanches. Revenons sur le thème du jour, Sénégal. Que comprendre de la visite du Premier ministre Sonko au Mali? Allez, donc question, donc vous allez répondre ici sur le plateau. Donc quelles étaient les positions de Ousmane Sonko, donc le Ousmane Sonko donc, qui était en prison, encore en prison, et quelles sont les positions de Ousmane Sonko après sa sortie de prison et surtout après l'accession au pouvoir? Parce qu'il y a énormément de réactions, donc vous avez dû le voir, de la part de Sénégalais, de la part d'Africains qui disent on ne le reconnaît pas. Donc pour le coup, on va ici sur le plateau de Vox Lab essayer d'éclaircir nos téléspectateurs, à savoir quels propos tenait Ousmane Sonko lorsqu'il était en prison et quels propos tient Ousmane Sonko lorsqu'il est au pouvoir. Est-ce que ce sont les mêmes propos? Est-ce que ce sont les mêmes ambitions, les mêmes objectifs? Oui, non, on en discute ici. Baba Pour moi, en tout cas, qui est même bien avant même la prison, en fait, bien avant qu'il soit... Il a un livre qui est sorti, qui s'appelle Solution. C'était en 2017-18 pour sa campagne présidentielle 2019. Mais il a toujours eu le même discours. Pour moi, je ne découvre pas son discours en 2024. Il a toujours eu ce discours. Et même, ce dont on oublie, on a l'impression que Ousmane Sonko, il avait un discours assez radical, assez France dégage, par exemple, entre guillemets. Alors que non, il suffit juste de lire son livre. Pour lui, c'est plutôt un courant de pensée, pour moi, si on va du côté panafricain, pro-africain. C'est-à-dire, pensons aux intérêts de l'Afrique par rapport aux autres. Ne pensons pas forcément à faire dégager la France pour amener une autre puissance, mais ça a toujours été cohérent. Et par rapport à ce dont les personnes pensent que ça a changé, c'est sur 2 aspects. Premier aspect, on pensait que le Sénégal, avec Ousmane Sonko, une fois élu, allait rejoindre l'AES. Ça, c'est la perception que les gens avaient, ou en tout cas qu'ils croyaient. Tout ça, et le deuxième, pourquoi par rapport à l'AES? Parce que au moment où il y a eu l'embargo, par exemple l'embargo contre le Mali, là l'AES n'existait pas. Tout à fait. On avait ciblé le Sénégal et la Côte d'Ivoire comme les pays locomotives qui veulent imposer cet embargo au Mali, qui était le pays voisin. Effectivement, Ousmane Sonko et d'autres de la société civile et même des activistes ont pris position clairement en disant il n'est pas question de faire de l'embargo. Et même si c'est pour un idéal effectivement de bon voisinage, il y avait aussi la partie économique. C'est-à-dire que le Sénégal perdait encore plus que les Maliens par rapport à ça. Donc ça a été la position de Sonko en disant si jamais, et même par rapport à l'armée. La deuxième chose, c'était l'armée. Là où l'armée malienne était en difficulté, on posait par exemple, Kidal n'était pas encore pris par l'armée. Donc Sonko avait dit, si j'étais à la tête de ce pouvoir, j'enverrais mon armée pour aider l'armée malienne. Une fois au pouvoir, les gens pensent que une fois au pouvoir, ça a changé. Kidal a été repris. Donc il n'y avait plus de raison d'envoyer une quelconque armée. D'envoyer. Donc les gens pensent qu'ils ont renié et autre chose. Et surtout autre chose, s'ils n'avaient pas lu le livre de Ousmane Sonko, s'ils n'ont pas écouté tous les discours de Ousmane Sonko par rapport au Mali ou l'AES, et même mieux, Diomaye Faye, je le répète ici, lors de la campagne électorale, avant qu'il ne devienne président, c'est-à-dire il y a 2 jours avant le 24 avril, c'est-à-dire il était en pleine campagne, c'était le dernier meeting, il l'a dit, et même il l'a dit en français parce que bon, on s'exprime, forcément il s'exprimait en Wolof pour les besoins et il avait fait cette parenthèse en disant, une fois président, nous allons faire pour ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la famille de la CEDEAO, et avec eux, nous allons refonder la CEDEAO parce qu'on a besoin d'eux et on ne peut pas le faire sans eux. Il a dit, répété, il faut qu'ils aillent voir ça sur YouTube. Alors que... D'accord, c'est très clair en tout cas ce que vous dites. Je vais donner la parole à Yannick. Vous pensez quoi? Pour vous, y a-t-il eu un changement concernant la position de Ousmane Sonko, l'avant et l'après-pouvoir? Je peux dire en fait qu'il y a une adaptation du discours, ce qui est tout à fait logique, hein, parce que lorsqu'on tient un discours, on le tient par rapport à des circonstances, bien qu'on ait une vision à très long terme, il y a des circonstances auxquelles il faut absolument s'ajuster. Donc je crois qu'il a essayé de s'adapter un peu aux circonstances parce qu'on est beaucoup plus loin de ce discours parfois radical
Je me souviens d'une phrase lorsqu'il disait que la France a son genou sur notre cou, donc les choses comme ça, en fait, c'est ce côté un peu plus hard, un peu plus dur, qui est un peu relevé, un peu plus modérable. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avons l'habitude de confondre la vision et le programme. Le programme, il est à court terme, mais la vision, il est à long terme. Donc, cette vision-là que M. Sonko, le Premier ministre Sonko, a souvent exposée, donc il n'est pas exclu qu'il soit inscrit dans un temps beaucoup plus long, mais que dans l'immédiat, il est beaucoup plus sage de maîtriser la situation présente avec les différents partenaires. D'accord. Mais pour le coup, vous reconnaissez indirectement qu'il y a eu un changement de position, c'est-à-dire qu'il était peut-être plus radical avant, moins, il a adapté son discours, il a un peu changé de discours. Finalement, c'est quoi en résumé? Je dis qu'il a adapté son discours aux circonstances. Il a adapté. Très bien, okay. C'est votre point de vue. Je vais poser la même question à vous savez, j'ai du mal à comprendre le procès que certaines personnes font à Ousmane Sonko. Et je ne vais pas prendre les mots de mon copanéliste, mais ce monsieur, le PASTEF, a toujours tenu un discours constant. Un discours constant par rapport au panafricanisme qui n'a pas changé en réalité. Ils ont toujours été dans l'idée, nous ne voulons pas nous débarrasser tout de go de tous nos partenaires, fut-il des partenaires qui n'ont pas véritablement joué franc jeu avec nous, mais nous allons travailler à les amener à jouer franc jeu avec nous. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un terrain où il faut négocier, où il faut commercer juste avec la France. Il faut pouvoir commercer avec la Turquie, il faut pouvoir commercer avec la Chine, il faut pouvoir commercer avec les États-Unis. Tous ces pays qui voudraient avoir une relation, un partenariat avec l'Afrique ou le Sénégal. Parce que si Sonko se met dans l'idéologie de ces panafricanistes qui, pour moi, sont des panafricanistes hyper émotifs, c'est-à-dire le gouvernement sénégalais actuel se lève pour dire je me débarrasse de tous ces partenaires et j'enfile la trompette de bravo la Russie, bravo telle puissance, c'est sur votre terrain qu'on va désormais marcher. Mais ils ont dit non, nous on ne fonctionnera pas comme ça. Nous on est pour l'unité africaine. Il faut travailler. Cela n'a jamais fait partie du discours de quiconque au PASTEF, c'est-à-dire que la Russie, etc., ça n'a jamais été un point qui a été... C'est ce que je dis. Je dis le PASTEF... par rapport à la posture, à savoir l'organisation africaine. Le PASTEF n'a jamais tenu un discours disant nous allons rejoindre une organisation autre que la CEDEAO, nous allons former une autre organisation, mais ils ont toujours manifesté le désir de voir la CEDEAO être réformée et devenir véritablement une organisation qui va fédérer les différentes nations pour permettre une libre circulation. C'est très bien ce que vous dites ici sur le plateau, mais pourquoi autant de frustration de la part de beaucoup de Sénégalais, de beaucoup d'Africains? Donc qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils n'ont pas compris le message? C'est quoi le problème? Je crois que la frustration vient de leur volonté de vouloir réintégrer ou de souhaiter voir réintégrer les États de l'AES dans la CEDEAO. Donc une manière de les ramener à la case départ dans le néant. Donc c'est ça en fait que je pense c'est le point de rupture entre le président Sonko, le Premier ministre Sonko et le président Faye. Mais je pense qu'il s'est rattrapé parce que la dernière visite, il a dit ceci, je les comprends, je comprends les raisons pour lesquelles ils ne sont plus dans la CEDEAO, je les comprends. Donc si finalement il les a compris et comprend qu'ils ne doivent pas revenir dans la CEDEAO, je pense qu'il a également fait un pas en avant par rapport à leur discours d'il y a 2 mois où le président Faye était au Mali et il leur disait de revenir dans la CEDEAO. Non, en disant je les comprends, ça ne veut pas dire que j'accepte ou je les encourage à être loin de la CEDEAO. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur ces propos. On a une vidéo à vous montrer dans un instant. Baba, je vous pose la même question. Vous qui êtes très proche du peuple, vous qui avez participé donc, à de nombreuses actions pour faire en sorte que le Sénégal d'aujourd'hui soit ce qu'il est, à savoir avoir un président élu librement et un président, et surtout ce couple Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Donc vous... est-ce que vous reconnaissez finalement les gens aux côtés de qui vous êtes battus quand ils tiennent certains propos contre le couple Sonko-Diomaye? Non, en fait, on est étonné. On est étonné d'abord du Sénégal bashing
qu'on a vu. D'un coup, et puis, bizarrement aussi au niveau du timing, à peine ils ont été élus et tout de suite, c'est venu avec la photo de Diomaye Faye et de Macron, je pense. Et du coup, c'est devenu les Sénégalais sont des traîtres, il ne faut pas faire confiance aux Sénégalais. Les Sénégalais ont toujours été de la France-Afrique. Il a fallu que Guy Marius Sagna, donc à partir de là, ils vont se dire non, mais c'est Guy Marius, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que ce voyage de Sonko, je pense qu'on va y aller, a été très, pour moi, très symbolique. Parce que la haine, il faut le voir sur les réseaux sociaux, c'est parti jusqu'à une haine. Bien sûr. Sur anti-sénégalais à partir de l'Ukraine là. Et pire, c'est que il a dû réagir. Il a dit même on a été injustement attaqué. Mais le pire, c'est que le fait de dire, et c'est des influenceurs qui sont connus, qui ont de la notoriété. Il y a un je ne sais même plus c'est quoi son nom, disait carrément que le complot de l'Ukraine, en fait l'Ukraine c'est les Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui ont accepté que les recrutements se fassent directement par l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal, mais que ce n'est pas forcément l'Ukraine, mais c'est que les Diomaye Faye, par rapport à l'OTAN, la France, donc qui ont envoyé. Mais dans ce genre de discours, imaginez, pour l'Ukraine, hein, l'Ukraine, eux, c'était attaquer Wagner. Eux, c'était ça leur bilan, ils étaient contents de ça. Mais imaginez pour le Malien qui va se dire, ce sont les Sénégalais qui ont fait recruter pour tuer des militaires maliens. Non, mais ça peut aller très loin. Non, donc il a fallu je peux rebondir sur votre discours, si je peux un peu rebondir, il y a des choses qu'il faut essayer de scinder. Il faut se mettre d'accord. Un attentat fait dans un pays est contre ce pays et non contre quelqu'un qui passait dans ce pays. Oui. L'attentat, c'est contre le Mali. Donc, oui, absolument. Il faut exclure dans le vocabulaire les Wagner et la Russie, tout ça. C'était contre le Mali. Non, il ne faut pas demander d'exclure ça. Parce que ça, je parle de la perception. Excluez ça de vos discours, ça veut dire que vous voulez qu'il y ait une pensée unique. On n'est pas obligé d'avoir une pensée qui s'accorde à... Laissez-moi aller au bout. Dans un pays, la seule portion de territoire qui appartient à notre pays, c'est l'ambassade. Si c'était l'ambassade russe à Niamey, on comprendrait que c'est contre la Russie, mais une fois que c'est pas dans l'ambassade, c'est contre le Mali. Donc là, il faut être d'accord dessus. Oui, mais de faire le lien. Maintenant, que c'est les Sénégalais qui ont été dans le complot pour tuer des... Je pense que des gens ont été frustrés par l'approche un peu passive du Sénégal. Parce que ce sont des choses qui sont inacceptables. Essayez ça en Europe, vous verrez ce qu'on va vous faire. C'est pour ça que le voyage... Non, c'est pour ça que le voyage... était très attendu. Oui. Donc pour vous, ce que vous dites, c'est que finalement, le fait qu'il y ait eu un rappel à l'ordre, ce n'était pas suffisant, en tout cas pour beaucoup. C'est pour ça que le voyage... Il faut ouvrir une enquête. Je crois qu'ils ne sont pas allés au bout de l'action. Non seulement il faut le rappeler à l'ordre, il faut ouvrir une enquête pour qu'on établisse est-ce que c'est vrai, qui a recruté qui, comment ça se passe, comment prévenir pour que ça n'arrive plus. On ne peut pas juste balayer ça comme ça et dire bon, ok, je vous rappelle à l'ordre et puis mais vous croyez que c'est juste balayer. Vous parlez d'enquête. Vous pensez pas qu'il y a une enquête qui on n'expose pas toutes les actions diplomatiques sur la scène et qu'il y aura des conséquences. Lorsque la transparence voudrait que si on a ouvert une enquête, qu'elle soit publique. Non. Pas forcément, mais parce que chaque pays a sa stratégie diplomatique. Oui, chaque pays a sa stratégie des nombreuses réactions diplomatique. Regardez le temps, juste le temps court entre au moment où l'ambassadeur a été convoqué et le voyage de Sonko, ça n'a même pas fait 2 jours. Pour le coup, moi j'ai une question pour vous, Yannick, après tout ce qui a été dit concernant donc, effectivement les problèmes avec l'Ukraine, l'ambassadeur, etc., entre le Sénégal, le Mali, l'Ukraine et l'Afrique en général, finalement, quelle lecture faites-vous de la position de Ousmane Sonko? C'est-à-dire que on s'attendait à une intervention plus forte concernant l'ambassadeur ukrainien. Finalement, ça a été plutôt un rappel à l'ordre. Beaucoup disent qu'il aurait pu aller plus loin. Une enquête aurait dû être ouverte. Pour le coup, on ne sait pas si elle a été ouverte ou pas, comme le dit Émeric. C'est quoi pour vous? Quelle lecture faites-vous de la position de Sonko, clairement, avant de nous quitter? Je pense en fait que le Premier ministre Sonko et le président Faye, ils ont été un peu trop souples envers l'Ukraine parce que le rappel à l'ordre de l'ambassadeur n'est pas suffisant. Il faut ouvrir une enquête, savoir puisque l'ambassadeur a dit en fait qu'il y avait des événements qui devraient suivre.
Donc il faut non seulement les rappeler à l'autre, mais également ouvrir une enquête pour vous, ça a été trop pris à la légère, c'était pas assez. Oui, c'est un peu pris à la légère. Parce que c'est assez grave en fait. Il faut patienter. Non, il n'est pas question de patienter, il est question d'ouvrir une enquête, de stopper la saignée. Qui vous dit que c'est pas en cours? Qui vous dit que même le rappel de l'ambassadeur et changer l'ambassadeur n'est pas en cours? Il faut être ouvert, il faut publier. Parce que lorsqu'un ambassadeur, un diplomate qui sait communiquer, qui sait les choses sensibles, se permet de dire des choses ouvertement, c'est assez grave. Mais moi, je vais plus loin que vous. Moi, pour moi, on aurait dû enlever cet ambassadeur déjà. Bien sûr. Mais qui vous dit que c'est pas en cours? Et ensuite, mais est-ce que ça n'aurait pas été important, au vu de la situation, de le dire ouvertement? De communiquer, de dire il y a une enquête qui est en cours, on verra. Il y a une enquête. Il faut d'abord avoir les éléments de l'enquête parce que il se peut que, je ne sais pas, mais il faut des éléments d'enquête avant de... En tout cas, pour vous, c'est pas problématique, Baba. Collecter les preuves. Parce que je suis... Et puis, la phrase de Sonko a été claire. Moi, la phrase a été claire. Jamais on passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Yannick, pour finir... Les petits discours, c'est pas suffisant. Il faut passer aux actes. Et les actes, il faut les faire savoir. Il faut faire et faire savoir. Donc, peut-être, ils veulent le faire, mais après, il faut communiquer dessus. Il faut nous dire, puisque l'ambassadeur a annoncé qu'il y avait d'autres événements, parce que ce que vous dites, si demain il y a un autre attentat et qu'on dit que bon, ils savaient mais ils n'ont rien fait, vous voyez qu'il y aura un autre incident. Donc il faut jouer la clarté. Merci beaucoup, rapidement. La décision que certains partisans de l'AES voudraient que le gouvernement Sonko prenne, c'est de fermer l'ambassade ukrainienne à Dakar. Qui vous a dit ça? Ou de chasser. Non, je fais une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est pas une affirmation parce que même quand tu écoutes les commentaires, faites comme le Niger, c'est ce que les gens disent souvent, faites comme le Niger qui a renvoyé l'ambassadeur, qui a même qui a tout fermé et tout. C'est ce que les gens demandent. Or, un pays peut décider, malgré le fait que un autre pays, un partenaire, s'est comporté de manière maladroite, de manière désobligeante, décider de garder l'ambassade, décider de garder l'ambassadeur et commencer à faire des travaux souterrains pour demander à ce que son pays d'origine puisse remplacer cet ambassadeur. Or, en réalité, dans le cas de figure, ce que l'ambassadeur a fait représente exactement ce que son gouvernement pense. Représente exactement ce que le pays dont il est originaire pense. Ce qui veut dire, si vous voulez changer juste l'ambassadeur, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas changé de politique. Il faut aller plus en profondeur, selon vous, et prendre le temps de prendre les décisions, c'est ça? Mais le Sénégal a décidé de ne pas changer d'ambassade, de ne pas fermer l'ambassade ukrainienne, de continuer à travailler avec l'Ukraine parce qu'ils ont leur orientation diplomatique et c'est leur souveraineté. Et ça, il faut le leur concéder. D'accord, mais est-ce que vous pouvez comprendre que de nombreuses personnes disent ne pas comprendre ces relations, malgré le fait je comprends tout à fait, mais que l'Ukraine reconnaît avoir voulu déstabiliser. Qu'il laisse le choix de la souveraineté, comme on le clame souvent au Sénégal, de gérer cette affaire. Et quoi qu'il en soit, le Sénégal a été reçu au Mali, donc on ne peut pas donner ces affirmations aux autorités maliennes ou africaines. Il a été reçu au Mali, et on va en parler dans un instant. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live. Aujourd'hui, on parle de la sortie de Monsieur Sonko, surtout son voyage au Mali. Merci beaucoup à vous, Yannick Fournier. Rendez-vous une prochaine fois, donc court moment de pause et puis on revient. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Vox Live. Aujourd'hui, on parle du voyage du Premier ministre Sonko au Mali. Alors, à la tête du gouvernement depuis plusieurs mois, pourquoi le Premier ministre Ousmane Sonko décide que maintenant d'aller à la rencontre de son homologue malien, donc M. Maïga, et rencontrer le président Assimi Goïta, Babadem? Pourquoi maintenant? Le contexte. Pour moi, c'est le contexte parce que au départ, il partait à Kigali pour l'investiture du président Kagame et il revenait en fait, mais entre-temps, le contexte avec ce qui s'est passé par rapport à l'ambassade d'Ukraine au Sénégal et la tension vraiment très grandissante, il a préféré faire une escale en sachant que le président Diomaye Faye était déjà venu au Mali, il avait été reçu au Mali. Mais là, lui-même, il le dit, j'ai demandé au président l'autorisation de pouvoir faire une escale à Bamako pour voir les autorités maliennes. Mais pour moi, c'était vraiment clarifier la position du Sénégal et calmer ce qui était en train de se... Émeric, vous êtes d'accord? Quels étaient les objectifs de ce voyage après les différents événements, l'embuscade de Tinzaouaten, l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, etc. Pourquoi? Déjà, il faut revenir sur la visite de Diomaye Faye quand, dès sa prise de pouvoir, c'est l'un des
premiers pays qu'il a eu à visiter, déjà pour témoigner du soutien du Sénégal au Mali et probablement à tout l'AES dans cette position que ces nations ont adoptée, et aussi mener des tentatives pour pouvoir convaincre les pays de l'AES, dont le Mali, de revenir dans la CEDEAO ou de se montrer un peu plus ouvert par rapport à la CEDEAO. Mais on a vu les situations, les choses, tout ce qui s'est passé récemment avec l'incident avec, j'appellerai pas l'incident, la boue de l'Ukraine vis-à-vis du Mali et tout ce qui s'en est suivi. Et déjà, l'atmosphère qui commençait par être plombée entre le Mali et le Sénégal. Il était de bon ton que pour des panafricains qui travaillent à ce qu'il y ait unité de tous les peuples africains, de pouvoir aller rencontrer les dirigeants du Mali pour pouvoir échanger sur la question et sur les dissensions. Rassurer, c'était important. Rassurer, d'autant plus qu'on doit mettre en exerce les relations plus que historiques entre le Sénégal et le Mali. Et il y a autant de Maliens au Sénégal que de Sénégalais au Mali. Et surtout, parce que quand il y a eu ce qu'on appelle... il faut voir hein, sur ce qui s'est passé, sur les enchaînements. Dès qu'on a entendu l'ambassadeur, plus le côté aussi de l'ambassadeur de Suède qui redéménage à Dakar, plus... honnêtement, pour la première fois, là, je vais parler des réseaux sociaux parce que tout ce qui était dit anti-Sénégal, etc., les autorités sénégalaises n'ont même pas répondu à cela. On laissait passer, ok, on peut être traître, on nous considère comme des traîtres, ce n'était pas un problème. Mais là où on va jusqu'à dire que c'est des Sénégalais qui seront là pour être des complices de tueries, contre des Africains eux-mêmes, c'est un peu ce que la CEDEAO a voulu faire contre le Niger. En fait, la perception, ça pouvait aller très, 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 très loin. Et il l'a fait au très bon moment pour rassurer, pour calmer. Et honnêtement, on a vu le résultat. Son discours, on a vu les répercussions et même l'opinion publique malienne qui est, je dirais pas en admiration, mais rassurée en se disant jamais le Sénégal ne sera en tout cas, ce qu'on veut faire du Sénégal, l'ami de la France, que la France tire le Sénégal pour envahir ou déstabiliser le Mali. Là, je pense que ça a été clair. Pour le coup, pas que la France. Là, on parle de l'Ukraine, entre autres. Ok, très bien. C'est important ce que vous dites. Et moi, ce que je vous propose, c'est de regarder une courte partie du discours de Sonko lors d'une conférence de presse. Allez, on regarde. Le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. C'est pourquoi, quand un tel événement survient au Mali, c'est comme s'il était survenu au Sénégal. Présenter au président de la République, son Excellence M. Assimi Goïta, toutes nos condoléances. Remercier le peuple malien pour son accueil d'aujourd'hui, à travers M. le Premier ministre, son Excellence M. Choguel Maïga, qui nous a très bien accueillis depuis notre descente d'avion, avec tout le gouvernement quasiment, nous a permis de faire une séance de travail avant d'être reçu aujourd'hui, actuellement par M. le Président de la République. Cet entretien a été très instructif, nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou solennelle, mais en frères. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime,
ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère, ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons, nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Allez, de retour sur le plateau de Vox Live. Alors, vous avez pu l'entendre, M. Sonko a commencé par faire ses condoléances. Il a insisté dessus en insistant fortement sur les liens fraternels et historiques qu'il existe entre le Mali et le Sénégal. Vous l'avez dit plus tôt, hein. C'était important de rappeler que, quoi qu'il en soit, ils sont frères. Et ça, il a insisté tout au long de son discours, hein. Nous sommes frères, c'est la même famille. Et dans une famille, on ne se trahit pas. Absolument. Et puis c'est l'histoire qui le dit, hein. On a la même devise. Le même drapeau presque, et même les noms de famille. Donc, il a parlé de la fédération du Mali. Exactement. C'est des liens historiques indéniables, même si aujourd'hui la fédération du Mali n'existe plus. Cet effort de rassemblement n'a pas pu subsister. Mais il y a des liens historiques qu'il faut préserver. Aujourd'hui, les peuples frontaliers doivent comprendre cela. Nous sommes les mêmes peuples, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Sénégal, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu que des migrations qui nous ont amenés à être un peu dissociés les uns des autres. On porte des mêmes noms. Les mêmes noms qu'on retrouve au Mali, on les retrouve au Sénégal, on les retrouve au Burkina Faso, on les retrouve au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut travailler à conserver ces liens-là. Et Ousmane Sonko, je pense qu'il est dans cette logique. Et cette visite a travaillé à faire en sorte que non seulement les autorités maliennes puissent réécouter la position du Sénégal, mais que la population malienne également se réimprègne de la position des autorités sénégalaises. Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Ça, c'est une phrase aussi sur laquelle il a énormément insisté. Ousmane Sonko faisait allusion à quoi? C'est-à-dire que à qui et à quoi? Non, mais en fait, c'était la théorie du complot. C'était par rapport à ça, hein, la théorie du complot qui disait que le Sénégal fait partie de ces pions qui ont aidé l'Ukraine, en tout cas l'Ukraine, à venir massacrer. Après, c'est de la géopolitique. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que même dans l'histoire Sénégal-Mali, les autorités, qu'elles soient de tous bords, les politiques, ne peuvent rien contre une population. C'est-à-dire que nos populations même, qui sont unies, n'accepteront jamais ce type de division. Donc, quel que soit... Donc, il fallait vraiment... Et il parle souvent, et quand vous écoutez bien, quand il parle même de la CEDEAO, il dit CEDEAO des peuples. Quand là, il parlait, c'est l'unité des peuples sénégalais et maliens. Donc, pour moi, c'était très, 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 très important. Au moins, il clarifie les choses. Bon, il y aura toujours de la manipulation, de la malhonnêteté. Pour le coup, je vous pose cette question-là parce que moi, si je reprends les propos de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, qui dit que d'autres choses vont arriver d'ici peu. Donc, quand on parle de déstabilisation du Mali, des pays de l'AES,
on se dit, bah, attention, il y a quand même l'ambassadeur ukrainien qui dit que d'autres résultats vont arriver. Donc, on entend cette phrase-là de la part de M. Sonko. On se dit, ah, bah, peut-être il y a quelque chose qui se prépare, effectivement. Mais justement, après, bon, je peux faire de la fiction. Après, ça peut être aussi stratégique. Quand la personne dit, il y a des choses qui vont venir, on peut le laisser là, faire des écoutes et faire du renseignement, des enquêtes pour au moins prévenir, et quitte à prévenir, renseigner après les autorités maliennes. Ça peut être une stratégie également. Vous en pensez quoi, Émeric? Alors, vous savez, dans la communication en période de guerre, il faut être très prudent. Très prudent quand on écoute l'autre parler, qui souvent, il y a des propos qui se tiennent juste pour intimider aussi. Mais je suis sûr, la réaction du Sénégal, même si elle n'a pas été portée devant le public, il y a quelque chose qui se fait de manière souterraine. Et ça, on n'est pas obligé de... L'avenir nous le dira, on n'est pas obligé de l'exposer maintenant sur la place publique. Il a beaucoup parlé du panafricanisme aussi. Il a rappelé l'importance de l'unité des peuples, des pays. Et il a cité Kwame Nkrumah en disant comme quoi ils ont fait leur part. À nous d'aller vers une plus grande unité du continent africain. Il faisait allusion à quoi? À la CEDEAO, à l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui, il a été au Mali pour, encore une fois, essayer de ramener le Mali dans la CEDEAO? C'était quoi, finalement? Moi, je suis convaincu que cet aspect des choses est sorti lors des échanges avec le président Assimi Goïta. Et... il n'est pas question aujourd'hui de diviser la CEDEAO. Il n'est pas question aujourd'hui de dissoudre la CEDEAO. Il est question de réformer la CEDEAO. Et la réformation de la CEDEAO, la réforme plutôt de la CEDEAO ne passera pas par d'autres États, pas des États extérieurs. C'est toute la communauté, tous les pays qui sont dans l'espace géographique de la CEDEAO qui devraient y travailler. Si d'aventure l'AES a signé définitivement, je pense que c'est le cas. Peut-être dans 10 ans, on observera un retour. Mais si l'AES décide de quitter la CEDEAO, il faut le lui concéder. Il faut permettre cela, mais travailler à ce qu'il y ait une libre circulation, un partenariat bien ficelé entre les deux entités. Et on a l'impression qu'il a pris plutôt cette voie-là parce qu'il insiste, il a réaffirmé ses positions contre les sanctions de la CEDEAO envers les pays de l'AES. Néanmoins, il confirme l'importance de la CEDEAO et que c'est la solution à plus d'unité en Afrique. Néanmoins, dans ses propos, il dit « le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont décidé, je les comprends ». On n'a pas l'impression qu'il décide, en tout cas, il décide de continuer à vouloir ramener ces pays dans la CEDEAO. En tout cas, ouvertement, dans son discours, on se dit « il a accepté, ok, ils font partie de l'AES, nous sommes partie de la CEDEAO, on va faire en sorte de travailler ensemble ». C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Mais pour moi c'est le plus important aussi, c'est d'acter. Effectivement, il y a l'AES. Et en fait, moi, ce que je comprends par rapport à la CEDEAO, c'est que la CEDEAO, il y a quoi, 16 pays ou 15. Vous enlevez les 3 pays, ça fait 13. Mais c'est vrai que pour faire une intégration africaine ou rester sur l'unité africaine, c'est avoir les 13 plus les 3 pour aller vers une intégration. Maintenant, pour moi, personnellement, le mot CEDEAO même est devenu caduc pour moi. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Et c'est l'AES pour moi qui permet, ok, il y a l'AES pour moi, qui permet de se dire, venez, on travaille sur une nouvelle CEDEAO. Ensemble, restez même, pour moi, je ne veux même pas que l'AES se, comment on va dire, réintègre. Non, se désintègre entre eux, qu'ils continuent dans l'AES, qu'on considère l'AES comme un pays finalement, et avec que ce soit l'AES et les autres, qu'on puisse travailler sur un nouveau mode. Et moi, je suis carrément pour c'est pas forcément dissoudre la CEDEAO, mais travailler sur une nouvelle structure. Une nouvelle monture de la CEDEAO. Il y a deux choses. La refonte
Ou la dissolution de la CEDEAO, Non, c'est-à-dire non, que... dissolution, ok. C'est-à-dire que pour vous, la CEDEAO ne doit plus exister et on doit mettre en place une nouvelle organisation qui pourrait éventuellement... Pour moi, une nouvelle organisation et une organisation pragmatique. C'est-à-dire que la CEDEAO, c'est la communauté des économies de l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'irais carrément sur l'union des États de l'Afrique de l'Ouest. Et quitte à y mettre effectivement la partie militaire ensemble, la partie économique ensemble, prendre éventuellement, pourquoi pas, des outils et des mesures de la CEDEAO qui fonctionnaient, intégrer aussi le système de l'OADA, mais aller sur une nouvelle chose. C'est-à-dire que maintenant, dire CEDEAO, vous demandez à l'AES de revenir sur la CEDEAO, c'est comme si... C'est facile de demander la dissolution de la CEDEAO. C'est des années de travail, c'est des décennies de travail. Et quels sont les résultats pour le coup? On a une intégration quand même, un début d'intégration des peuples. Les peuples circulent, pas de visa pour un Béninois, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Ghana. Pour conserver ça. On a besoin de la CEDEAO pour conserver ça. Sinon, chaque État doit signer des conventions entre eux. Mais puisqu'il y a une convention, puisqu'il y a quelque chose qui existe déjà au sein de la CEDEAO, ça s'impose à tous les pays qui sont au sein de la CEDEAO. Parce que si on doit garder ce modèle, il va falloir que chaque pays, les pays entre eux, puissent signer des conventions pour la libre circulation des biens et des personnes. Mais en l'état, on a un modèle qui fonctionne. Il faut travailler à faire une refonte, à refonder la CEDEAO, à corriger les choses qui ne vont pas. Et l'arrivée de l'AES est une opportunité pour cette organisation. Et je pense que Sonko est dans la même réflexion que moi actuellement. Même Diomaye Faye, son président, est également dans la même réflexion. Le Sénégal est et restera l'acteur majeur de la CEDEAO. En tout cas, c'est ce qu'on comprend suite aux dernières sorties du président Diomaye Faye ainsi que d'Ousmane Sonko. Ils y croient toujours. Par contre, on sait qu'ils ont compris que le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne feront plus partie de la CEDEAO. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils l'ont accepté. Beaucoup le pensent aussi. Mais le problème, c'est que ils veulent une refonte de la CEDEAO. Mais comment faire une refonte de la CEDEAO avec les 3 pays qui souhaitaient aussi changer les choses, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger? Est-ce que le Diomaye Faye, Sonko vont pouvoir faire réformer la CEDEAO avec les autres pays qui sont encore dans la CEDEAO actuellement? Est-ce qu'il y a une volonté de la part de ces autres pays de... Je pense qu'actuellement, les autres pays ont compris qu'on doit aller à une refonte, qu'on doit corriger des choses. Vous dites ça, sur quelle base vous vous basez sur le fait qu'ils aient compris? Je prends le cas de Patrice Talon qui l'a dit à plusieurs reprises, il faut refonder la CEDEAO. Et d'autres pays, je pense, y réfléchissent également. Vu la situation actuelle, on ne peut pas croiser les bras. Les dirigeants de la CEDEAO ne peuvent pas croiser les bras et dire tout va dans le meilleur des mondes. On voit clairement que ça ne va pas et qu'il faut travailler à redorer le blason de la CEDEAO, à permettre à ce que la CEDEAO soit plus proche des peuples que de donner l'image d'être télécommandée par des puissances extérieures. Je vous pose exactement la question, à savoir que l'importance pour le Sénégal d'avoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger dans la CEDEAO pour avoir une véritable refonte de la CEDEAO, mais finalement sans ces 3 pays-là qui, eux, ont prouvé au monde entier qu'ils souhaitent que la CEDEAO soit dissoute ou voire dissoute clairement ou en tout cas ne plus en faire partie. Pour le coup, c'était les meilleurs alliés pour le Sénégal. Non, mais pour moi, la refonte, comme il disait tout à l'heure, l'AES est une opportunité. Et c'est-à-dire que, n'oublions pas que l'AES a été créé en réaction à une décision de la CEDEAO. Aujourd'hui, si on vient, on demande à l'AES, on se met sur une table, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez revenir? Forcément, ils auront des arguments. Le problème de ces arguments, c'est qu'ils vont se dire, avec certains chefs d'État qui sont là-bas, c'est impossible. Donc c'est vraiment la question. Donc voilà, donc c'est impossible. Maintenant, pour moi, donc à partir du moment où ils seront, de toutes les façons, les médiations vont arriver, la question va se poser. Et comme disait le ministre Abdoulaye Diop, il disait,
tant que c'est pour l'intérêt de l'AES ou du Mali, on peut s'allier avec le diable. Moi, je pense que la refonte, s'il doit y avoir une refonte, est-ce que les anciens qui sont là-bas vont accepter cette refonte? Donc, pour le coup, s'ils n'acceptent pas, qu'est-ce qui va se passer s'ils n'acceptent pas cette refonte, en tout cas cette modification profonde de la CEDEAO? On va rester sur la même CEDEAO? Non, ils ont pris conscience et j'ai entendu parler même d'un rendez-vous, en tout cas, que le président Ouattara voudrait rencontrer les membres de la CEDEAO, dont Assimi Goïta. Donc, à voir, mais je pense que ça devrait bouger, je pense. Vous avez constaté que depuis que l'AES s'est formée, on parle de plus en plus de mise en place d'une force de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme. Ça, ce sont des résultats de la sortie de ces 3 pays de l'AES. Finalement, l'AES a un impact politique sur la CEDEAO. C'est vrai qu'on en parlait depuis, mais le sujet est revenu de plus belle. Grâce à l'AES. Grâce à la sortie de l'AES. Ça veut dire que ces États de la CEDEAO font des analyses, des diagnostics réguliers plutôt pour pouvoir corriger les choses. Et dit qu'il faut jeter l'eau avec le bébé, c'est trop exigé. Vous êtes contre, vous êtes pour une refonte, même une dissolution de la CEDEAO? Une union africaine. Une union de l'Afrique de l'Ouest comprenne des choses. Par exemple, les conventions de la libre circulation, ça se fait sur une réunion. Ça se fait sur une réunion. Qu'est-ce qui était bien au niveau de la CEDEAO? Au niveau économique, on le prend. Ensuite, ce que l'Alliance des États du Sahel ont montré, c'est l'alliance militaire. Qu'on aille sur cette alliance militaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Imaginez, là, c'est l'armée malienne qui est au front contre le terrorisme. Ils ont repoussé, on a vu les résultats, ils ont repoussé jusqu'à Kidal, ils sont vers les frontières, on va dire les frontières entre l'Algérie et la Mauritanie. Mais vous imaginez si jamais ils arrivent à gagner, et on souhaite, ils arrivent à gagner eux-mêmes, eux seuls, avec le Burkina et comment ça s'appelle, et le Niger. Mais les terroristes là vont se déplacer. Et s'ils attaquent, le Togo, qui a été attaqué il n'y a pas longtemps, ils seront obligés. On a besoin de travailler ensemble, d'avoir les renseignements, comment l'AES a fait pour se débarrasser des terroristes. Et pire, si l'AES tombe, les autres peuvent tomber. Donc, il faut aller vers une alliance et ne pas laisser que Wagner. J'ouvre une parenthèse rapidement que je vais fermer pour qu'on puisse reclarifier certaines choses. J'ai un petit problème avec le thème terroriste qu'on utilise tout le temps pour tout le monde et tout. Ce que les Maliens, les gouvernants maliens appellent aujourd'hui terroristes, ils avaient un accord avec le gouvernement malien, les rebelles du CSP. Ils étaient dans un cadre, ils discutaient, ils échangeaient, ils avaient en quelque sorte l'accord d'Alger. Voilà l'accord d'Alger. C'est une des premières choses que le gouvernement actuel a réclusé, entre guillemets, à arriver au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils exactement. Ils ont mis un terme à l'accord d'Alger. À l'accord. Mais les autres s'appellent rebelles, exigeant quelque chose. Exigeant parce qu'il y avait des accords, intégrer les uns dans l'armée, avoir une armée mixte de toutes ces forces, ce que les nouvelles autorités n'ont pas voulu honorer. Et cela nous a amené sur le terrain où on est actuellement. Mais les appeler tout le temps terroristes, ça peut radicaliser. Vous les appelez Moi, je les appelle des rebelles ou des groupes armés. D'accord. Non, c'est des terroristes. En fait, n'oubliez pas dans l'histoire, il y a effectivement ce qui s'est passé, la crise malienne en 2012. Au départ, c'était parti des groupes rebelles, qu'on peut dire, que ce soit au niveau de l'Azawad, j'ai oublié même le terme. Mais à un moment donné, c'est ensuite AQMI qui est venu, d'autres venant de la Libye qui sont venus, et c'est des terroristes, des vrais terroristes qui se sont plus ou moins alliés à ces gens-là. Maintenant, si ces gens s'allient à des terroristes, ce sont des terroristes pour moi. Pour le coup, ça, on est d'accord. AQMI, Al-Qaïda. Non, mais je vous pose est-ce que le CSP a dit qu'il s'est allié à AQMI et à OJNIM ou à Al-Qaïda et tout? Moi, je vous pose la question. Est-ce que AQMI et Al-Qaïda sont des organisations terroristes pour vous? Eux, ce sont des organisations terroristes. Mais est-ce que le CSP a dit qu'il s'est allié à ces organisations? Posons-nous les bonnes questions et appelons un chat un chat. Et la question, c'est est-ce que les rebelles ne se sont pas associés à ces terroristes-là
pour leurs différentes attaques. C'est plutôt ça la question. Mais on les a entendus. Est-ce que vous savez que le JNIM et Al-Qaïda attaquaient le CSP quand ils avaient des localités? Oui, attaquaient. Très bien. Les choses peuvent changer, mesdames et messieurs. Bon, ok, oui. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet, effectivement. C'est pas ça le sujet. N'allons pas sur un terrain qui forcément n'est pas. C'est pourquoi je disais, j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Et qu'on va refermer ensemble. Merci beaucoup, Aymeric. Ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau de Vox Live. On espère vous recevoir très bientôt pour de nouvelles émissions. Merci beaucoup à vous, Baba Dem. Vous êtes aussi journaliste. C'est un plaisir de vous avoir, vous. Et merci à nos téléspectateurs qui nous suivent chaque semaine ici sur Vox Africa. Rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de notre émission, à savoir Vox Live. Allez, bye bye. Bye.